Nathalie Elimas. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Vous êtes une des secrétaires d'État rattachée à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Combien il y a de classes fermées aujourd'hui? Il y a 16 000 classes fermées. Il y en avait 20 000 la semaine précédente. C'est donc 97% des classes qui sont ouvertes et 97% de nos élèves qui sont en classe. On parle hors vacances scolaires, puisqu'une partie de la France est aujourd'hui en vacances scolaires. La FCPE, la Fédération des parents d'élèves, a dénombré 47 000 heures de classes perdues ou gâchées pour cause de mauvais remplacements depuis début janvier. Chiffre gigantesque, vous contestez? Je ne sais pas d'où sort ce chiffre d'heures perdues. Moi, ce que je note, c'est que nos écoles et nos classes sont restées ouvertes. Nous faisons partie des 10% de pays qui ont le plus et le mieux œuvré en ce sens depuis le début de la pandémie. Et puis sur les remplaçants, on n'a pas attendu là ce mois de janvier qui a été effectivement tendu pour agir. Très troublé, Nous faisons appel à des contractuels, à des vacataires et désormais à des professeurs retraités, justement pour maintenir les écoles ouvertes. Ça fonctionne, c'est du bricolage, pardon, mais ce que disent les parents d'élèves, de la FCPE ou pas, c'est que c'est quand même souvent assez bricolé. Mais la situation est compliquée, on ne va pas se le cacher. Évidemment que c'est difficile, évidemment qu'il faut trouver des remplaçants, mais il y en a, vous savez, on a estimé à entre 7 et 10% environ de professeurs potentiellement absents pour cause de Covid, et nous avons les effectifs pour pouvoir les remplacer et les envoyer en classe devant élèves. Avec un protocole sanitaire qui a été très critiqué, qui a créé une forme de crise, en tout cas une très grosse contestation du bilan scolaire et de l'action de Jean-Michel Blanquer, on va y revenir dans un instant. Est-ce que à la sortie des vacances, je veux dire début mars, quand toutes les zones françaises seront revenues à l'école, le protocole sanitaire sera levé? Il va y avoir des discussions. Nous rencontrons les organisations syndicales demain, les représentants des parents d'élèves en suivant, dans un processus qui est tout le temps le même. D'abord les recommandations des autorités de santé, et puis la population générale, et enfin l'école. Et comme on voit effectivement jour après jour, et là ce sont les chiffres très concrets qui en attestent, que les taux de contamination diminuent, eh bien, il n'y a pas de raison de maintenir ces protocoles qui sont en effet difficiles. Vous souhaitez qu'on revienne librement à l'école sans ce protocole qui a tellement affecté le fonctionnement et agacé beaucoup de gens. Ce que je souhaite effectivement, c'est que le plus tôt possible, on puisse retirer les masques. Bien sûr, c'est difficile pour les enfants, mais encore une fois, ce que nous le faisons d'abord pour protéger les élèves et les professeurs. Et donc, effectivement, nous ne cessons d'ajuster les protocoles. Jusqu'à début janvier, on considérait que le bilan de la politique scolaire du gouvernement était un plus pour Emmanuel Macron. Et puis, cette affaire de protocole sanitaire est venue un peu tout gâcher. Plus, évidemment, le 1er janvier de Jean-Michel Blanquer qui a donné le sentiment qu'il y avait un décalage entre le ministre et ses administrés. Est-ce que vous pensez que dans la campagne électorale, ce bilan sera dans la colonne des plus, dans la colonne des moins ou dans la colonne ou pourquoi pas des je ne sais pas? Vous savez, le bilan de l'éducation nationale ne se résume pas au mois de janvier 2022 et au fait que le ministre ait pris quelques jours de vacances. Le bilan de l'éducation nationale, c'est quand même le dédoublement des classes de CP et de CE1. Et c'est un plébiscite, je peux vous le dire, je fais du terrain toutes les semaines. Professeurs et élèves le saluent. C'est le renforcement des savoirs fondamentaux, c'est la réforme du baccalauréat, c'est la réforme de la voie pro, c'est la réforme de l'alternance, de la formation. 718 000 contrats ont été signés, donc on a un très beau bilan avec de nombreuses mesures, la création aussi de ce secrétariat d'État dont j'ai la charge à l'éducation prioritaire, et nous avons évidemment encore à faire, bien sûr. Le bilan, c'est aussi moins de maths et moins de performances dans ce domaine-là qui est pourtant crucial dans la guerre des talents. Alors là, je m'inscris en faux, ça c'est une petite musique qui circule dans l'opinion, joliment amenée par les oppositions qui n'ont rien d'autre à faire, parce que quand on regarde les propositions, moi je vois pas grand-chose. C'est pas vrai, on ne fait pas moins de maths, on fait même plus de maths et on fait mieux de maths. Pourquoi est-ce que Jean-Michel Blanquer vient de dire qu'il allait probablement rajouter des heures de maths sur le tronc commun? Ben oui. Oui. Mais c'est bien que ça répond à une critique ou à un manque. Avant la réforme, en terminale S, terminale scientifique, on faisait 8 heures de mathématiques. Aujourd'hui, avec la réforme, on fait 9 heures de mathématiques. Ça, c'est une chose. Effectivement, il faut peut-être, et il l'a dit, parce qu'encore une fois, je vous le confirme, tout n'est pas parfait. Les réformes, on les fait, il faut probablement les améliorer, peut-être amener plus d'heures de mathématiques dans le tronc commun. Mais en tout cas, factuellement, on faisait 8 heures, aujourd'hui, on fait 9 heures. Parce que dans cette section, moins de monde l'a choisi, c'est donc moins de monde font des maths. Non, c'est plus qualitatif.
celles et ceux qui choisissent d'aller vers cette voie aujourd'hui font plus de mathématiques. Et ce que l'on observe déjà, c'est que l'orientation vers les études scientifiques est beaucoup plus solide. Mais la critique a dû porter, puisque Jean-Michel Blanquer corrige un peu sa copie et propose de rajouter des ornements. On ne s'ajuste pas au regard des critiques des oppositions. Vous savez, c'est un peu de saison quand on regarde ce qui se fait et ce qui se dit chez nos oppositions ici ou là. Moi, quand je regarde par exemple les propositions de Madame Pécresse, alors Valérie qui est Macron compatible et puis Pécresse qui est plutôt extrêmement droitisée. En tout cas, une partie de son programme. Elle parle d'une nation éducative, mais on l'a déjà fait, cette nation apprenante, elle est déjà là. Elle veut consolider les fondamentaux, lire, écrire, compter. Pour elle, respecter autrui, ça n'existe pas, mais c'est déjà fait depuis 2017. Elle critique le manque d'autorité à l'école, elle dit lire, écrire, compter, oui. L'autorité n'est pas là, dit-elle. Mais c'est totalement faux. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais mis la poussière sous le tapis. En tout cas, depuis que Jean-Michel Blanquer est arrivé, il a été extrêmement clair et extrêmement ferme sur tous ces points, notamment sur ces faits de violence dont peuvent être victimes les professeurs de la part de familles ou suite à des actes de radicalisation, de séparatisme. Mais maintenant, c'est très clair. Nous avons renforcé la protection fonctionnelle des professeurs. Et dès qu'il y a une situation, elle est connue, elle est dite. Et s'il faut qu'elle soit sanctionnée, elle l'est. Est-ce qu'aujourd'hui, la violence à l'intérieur de l'école est moins importante qu'il y a 5 ans ? Il y a toujours des actes de violence et d'ailleurs il y a de plus en plus de violence, on le voit bien dans la société en général. L'école, c'est le miroir de la société. Est-ce qu'il y a besoin de plus d'autorité ? Nos professeurs font très bien leur travail. Ce qu'il faut qu'ils sachent, et c'est ce que nous faisons, c'est que la Maison Éducation Nationale est là, à leur côté, pour les accompagner. Je parlais de la protection fonctionnelle. On pourrait parler du carré régalien qui a été mis en place justement autour des professeurs pour les protéger. Donc, pas besoin de plus d'autorité à l'école. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est toujours dire à nos professeurs que nous sommes à leur côté et que la maison est là pour agir. Mais je ne nie pas qu'il y ait des actes de violence, je le sais. D'ailleurs, il y en a de manière générale et c'est bien triste dans la société et on la voit même monter, malheureusement, dans cette campagne. Valérie Pécresse propose aussi un examen avant l'entrée en 6e pour évaluer les compétences et faire le bon choix, renforcer les acquis qui ne sont pas là et faire passer ceux qui ont toutes les qualités, toutes les compétences. Je suis désolée, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Depuis 2017, pour accompagner le dédoublement et renforcer justement les fondamentaux, il y a des évaluations nationales. En classe de CP, de CE1, en 6e, à l'entrée au lycée et à l'entrée justement en classe de CAP. Donc tout cela, quand je vous dis que Mme Pécresse finalement ne fait que réinventer l'eau chaude, et en tout cas reprendre finalement, elle vante notre bilan, c'est très sympathique à elle, mais tout cela, ça existe déjà. On parlait de la sécurité à l'école. Dans une enquête récente faite par Odoxa pour Fiducial, on voit que 62 à 75% des Français estiment que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité, dans les différents domaines de la sécurité, est négatif, j'allais dire gravement négatif. Oui, j'ai lu cette enquête d'opinion. Alors, moi, je prends un petit peu de recul. Vous savez, encore une fois, je me déplace beaucoup. Quand je me déplace, on ne me parle pas forcément de sécurité. Donc, c'est un sujet, mais ça n'est pas non plus le sujet. Et puis, je veux quand même rappeler tout ce qui a été fait pendant tout le quinquennat en matière de sécurité, avec un budget renforcé. Entre 2 et 3 Français sur 4 qui considèrent que c'est négatif. Est-ce que c'est un problème pour la campagne à venir ? Il faut regarder d'où on part. Je vous rappelle que là où certains ont supprimé 12 500 effectifs police et gendarmerie, il a fallu en recréer. C'est ce que nous avons fait. Il a fallu les rééquiper. Le parc automobile a été refait. La réhabilitation des commissariats. Le nombre de places de prison qui a augmenté. Et tout ce qui a été fait aussi, et ça c'est quand même un élément fort de ce quinquennat, dans le cadre à la fois de la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les trafics de drogue. Ce sont deux sujets aujourd'hui qui occupent majoritairement les policiers. Quand est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron doit entrer en campagne ? Le président de la République entrera en campagne, bien évidemment, quand il le voudra. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, et précisément là, il est en Russie parce qu'il y a une crise grave entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il est à la tâche aujourd'hui aux avant-postes, pour mettre en place les éléments diplomatiques des escalades. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, bien sûr, il y a aussi encore la gestion de la crise sanitaire. Nous sommes en train d'en sortir, mais ça n'est pas malheureusement terminé. Donc ce sera juste après, fin février ?
ce sera quand il le décidera. En tout cas avant le 4 mars. En tout cas, écoutez, il y a ceux qui sont en campagne et la gauche totalement éclaté, la droite qui parle entre elles dans son mercato. Le président de la République, là, avant de partir, il était au téléphone avec Joe Biden, par exemple. Voilà. Donc le président de la République n'est pas en campagne. En effet, le président de la République est à la tâche, précisément aujourd'hui, dans le cadre de cette crise qui menace gravement la sécurité européenne. C'est son rôle de président de la République et sous sa casquette, si j'ose le dire, de présidence française de l'Union européenne. Nathalie Elimas, votre cabinet a l'air de vivre un peu difficilement votre autorité. En tout cas, il semble qu'il y a une enquête qui est menée sur la manière dont tout cela est géré. Quelle est la réalité de ce sujet ? Mais il n'y a aucune enquête judiciaire, il n'y a aucune enquête préalable. C'est une enquête administrative comme ça se produit en entreprise dès lors qu'il y a l'inspection du travail qui vient regarder comment fonctionnent les ressources humaines au sein d'un service. Moi, c'est au sein du cabinet. Un rapport va être rendu, je l'attends. S'il y a des demandes d'ajustement, on les mettra en œuvre. En tout cas, moi j'ai été victime évidemment d'une attaque d'une grande violence, je l'ai dit et je le redis aujourd'hui. Ces gens qui racontent tout et n'importe quoi sous couvert d'anonymat, eh bien, moi je me réserve le droit, en tout cas éventuellement, de déposer plainte pour diffamation, parce qu'on ne peut pas tout dire et on ne peut pas tout faire, même en temps de campagne. Merci beaucoup Nathalie. Merci à vous.